première affirmation, les femmes ne sont pas attirées par l'entrepreneuriat. Ah d'accord, ok. Attirées, hein, j'ai dit. D'accord. Donc vous avez raison en fait. Donc est-ce que, bon, non, comme tout le monde est assez d'accord, je vais vous donner la réponse. Oui, effectivement, c'est faux. Les femmes en fait valorisent autant que les hommes l'entrepreneuriat. D'après une étude en fait du Centre d'analyse stratégique, 70% des femmes considèrent que l'entrepreneuriat est aussi un bon choix dans leur carrière. Et il y a 70,1% des hommes. Donc vraiment, c'est vraiment à égalité. Donc du coup, voilà, dire que les femmes sont moins attirées que les hommes à l'entrepreneuriat, c'est complètement faux. Toutefois, vous voyez bien quand même qu'il y a une disparité après, par la suite, c'est dans la création d'entreprise. Ok, on peut avoir envie de créer son entreprise, mais passer à l'acte devient plus compliqué. Donc, du coup, on a toujours ce 30%, 70% aujourd'hui dans la création d'entreprise, 30% pour les femmes et 70% pour les hommes. Donc du coup, c'est ce mash-up permet aussi de se dire comment on peut évoluer dans le sens où d'avoir peut-être une parité entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'était la première. La deuxième, donc les femmes dirigent plutôt des petites entreprises. Ah, c'est un peu plus mitigé. Peut-être donner la parole à ceux qui sont soit en rouge ou en vert. Ah, remontez un peu. Parce que moi, je ne peux pas savoir après. Ouais, vas-y. Je sens que vous avez envie d'intervenir. Pourquoi? Pourquoi t'as répondu? J'ai répondu oui. C'est quoi la question déjà? Ça va être très machiste, mais le nombre de coiffeuses et d'esthéticiennes, enfin, c'est des entreprises en soi, donc c'est des petites entreprises, c'était pour ça. Et merci. Et c'est bon? Je sais pas. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui va aussi. Quelqu'un qui a répondre. répondu faux? Faux. J'ai plus vos papiers, vous vous Ouais, cachez. c'est ça, c'est pour ça que je vous disais ça. Personne ne donnait. Là, devant. Bah, je vais faire comme en maths, hein, je vais répondre par le contre-exemple. Yahoo, c'est une femme qui dirige. Donc Yahoo, je pense pas qu'on peut considérer ça comme une petite entreprise. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc du coup, la réponse est vraie. Effectivement, oui. Les structures comptent, en fait, des structures féminines comptent en moyenne 0,7 salariés. Ah, c'est une moyenne, hein, c'est 0,7 salariés, c'est un peu compliqué. Et qui génèrent en fait un chiffre d'affaires moyen de 71 000 euros, comparé en fait aux hommes qui est plutôt de 1,1 salarié et 150 000 euros. Donc du coup, mais elles ne représentent, vous allez voir, quand on passe du 30-70%, quand on passe à plus de 10 salariés, on est à peine 13%. Alors qu'on est toujours sur une disparité quand même qui est assez énorme aujourd'hui entre les femmes qui veulent créer, donc du coup des grosses structures et des petites structures. Toutefois, ouais, on souligne aussi, le CAS souligne que les entreprises de taille suffisante en fait sont mieux gérées en moyenne par une femme. Donc du coup, c'est assez paradoxal aussi. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième. On va arriver sur la troisième. Le premier frein à l'entrepreneuriat féminin est la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Très mitigé aussi. Donc en fait ici il y a les verts et les rouges. Vous êtes concertés. Allez, on va aller un peu plus au fond. Je ne suis pas sûre que ce soit le premier frein. Le financement, de se sentir épaulé. Il y a le financement, le côté argent et également soutien. Voilà. Merci. Et quelqu'un qui a répondu que c'était vrai? Plutôt vers là. Non, ça c'était vrai. Non, c'était faux. Alors, Moi j'ai mis vrai, mais en fait je suis pas vraiment d'accord parce que D'accord. j'ai mis vrai pour répondre parce que je pense que c'est le vrai frein. Mais pour moi c'est pas du tout un frein. Donc je pense qu'il y a plein de femmes qui sont dans mon cas et on peut très bien faire les deux. D'ailleurs, j'ai pas la sensation de travailler au quotidien. Donc, voilà. Okay. Très bien, merci beaucoup. Donc du coup la réponse est faux.
Donc, c'est pas vraiment la première difficulté en fait. En fait, elle vient qu'après un sondage, elle vient que en 10e rang. Donc, c'est quand même très éloigné, hein. Donc en fait, le premier frein en fait et la première difficulté, surtout la création d'entreprise, c'est la peur de l'échec. C'est vraiment le premier frein en fait. C'est dire est-ce que je suis capable ou pas, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Donc ça c'est vraiment le premier frein, c'est la peur de l'échec. On reviendra sur cette peur de l'échec sur le débat. 4e question, excusez-moi. Les femmes ont plus de difficultés à trouver des financements. C'est vrai, c'est faux. T'es en demi-teinte, toi. T'es ni vrai, t'es ni faux. Vas-y. Peut-être ça peut être un vrai faux, hein, ou un faux vrai. Bah ouais, je sais pas en fait, c'est pas forcément un critère d'être une femme pour avoir des financements. Après, peut-être qu'elles ont plus de difficultés, j'en sais rien en fait. D'accord. Ok, merci. Quelqu'un qui a un avis tranché sur la question? Peut-être de l'expérience, un retour d'expérience? Bah, je pense que les femmes osent moins demander, tout simplement. Et c'est ça qui joue in fine. Et la question est, oui, c'est vrai. On va voir sur un taux, c'est qu'il y a 2 fois plus de taux de rejet en fait, de crédit pour une femme que pour un homme. Donc après, les difficultés viennent aussi, comme vous dites aussi. Aujourd'hui, c'est que c'est des plus petits projets. Il y a moins aussi forcément besoin de financement, que les financements sont aussi pour la plupart soit pris personnels et avec aussi tous les mécanismes d'emprunt, de prêts d'honneur, etc. permettent aussi d'avoir des financements autres que le crédit. Et quand ils demandent des crédits, ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà. Et dernière affirmation, les femmes ont un management plus participatif que les hommes. C'est beau de voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui mettent vrai. Je sens que vous avez envie de nous dire pourquoi. C'est pas bien de faire des généralités déjà. Et ensuite, je pense qu'elles sont peut-être plus à l'écoute qu'un homme qui a tendance à penser qu'il a raison et qui suit son idée directement, sans écouter les gens autour. Est-ce qu'il y a une femme qui pense que c'est faux? Ah, mais t'es pas une femme, mais tu peux répondre quand même. Non, je suis un peu d'accord avec ça. C'est vrai que le problème qu'il y a, on va dire que c'est encore dans les mœurs, quoi, malheureusement. Le fait qu'il y ait les femmes qui ont ça change, ça tend à changer, mais en tout cas, elles ont moins elles arrivent à moins s'identifier, on va dire, dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Et justement, c'est très bien qu'on continue à avancer sur ce domaine-là. D'accord, merci beaucoup. Sur cette dernière affirmation, en fait, j'ai un vrai faux. Vous allez voir pourquoi. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, les femmes vont plus avoir tendance à plus écouter et à demander l'avis en fait, de leurs collaborateurs. Ce qui est paradoxal, c'est qu'après, elles délèguent beaucoup moins. Bon. Elles écoutent, mais elles délèguent pas. Pas généraliser, bien sûr. Et puis, dernièrement, il y a des travaux en fait, récents qui ont été basés sur à peu près les perceptions en fait, des collaborateurs sur leur manager. Et donc, du coup, ils soulignent en fait, qu'il y a très peu de différence dans le management. Et c'est plutôt asexué. C'est-à-dire que ce qui reflète en fait, un management, que ce soit un homme ou une femme en entrepreneuriat, c'est plutôt le charisme, le courage et l'empathie. Donc, il n'y a pas vraiment de les femmes sont plus collaboratives ou pas. Donc voilà, merci pour ce jeu et pour votre participation. Merci Mokunan. Et si jamais vous êtes étudiant jeune diplômé et que vous voulez créer, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pendant le cocktail pour avoir ce fameux statut étudiant-entrepreneur. Donc on va passer au talk. Nous, on avait très peur sur ce thème d'avoir que des femmes. On voulait absolument qu'il y ait autant d'hommes que de femmes et on est assez content du résultat. Et ça nous tenait à cœur aussi de faire intervenir un homme pour parler de l'engagement des hommes dans la mixité aujourd'hui. Donc Éric Varin du CCO va vous présenter son parcours et pourquoi il s'est engagé dans ce combat.
Merci, bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par me mettre à l'aise parce que ça met la pression d'intervenir sur ce sujet. Puis je vais m'asseoir parce que j'ai besoin de mes 2 mains et pour gérer la télécommande et le micro. Et striptease d'Eric au passage. Alors, effectivement, on m'a demandé de répondre à cette question, peut-on être un homme et féministe ? Alors, pourquoi les hommes s'engagent-ils en faveur de la mixité ? D'abord parce que c'est mon cas depuis quelques années et avant qu'Emma Watson ne m'invite à le faire et avant que je me lance dans une campagne électorale. Donc je le fais par conviction. Je n'ai été poussé par personne et je n'ai pas d'intérêt direct dans cette affaire-là. Alors pourquoi je me lance dans cette opération depuis 5 ans maintenant ? Pour des raisons personnelles certainement, mais surtout pour des raisons professionnelles, puisque c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Je suis directeur du CCO, je m'occupe également du NI, je suis président de Télénantes, je suis un des administrateurs de la cantine numérique à Nantes, et on peut considérer donc que je suis un homme de réseau. La particularité de mon métier, c'est que je dois être un peu partout avec des gens de la culture, du politique, de l'économie, des médias, etc. Et le constat que j'ai fait, en particulier en arrivant au CCO il y a 5 ans, c'est que les femmes étaient largement sous-représentées dans l'espace public. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi, et j'ai essayé surtout d'apporter des réponses pour corriger ce qui me semblait être une anomalie. Alors très concrètement, je me suis rapproché d'un réseau féminin qui s'appelle Business au féminin, et je leur ai proposé de lancer une opération pour contribuer à permettre aux femmes d'augmenter leur visibilité et de gagner des places dans l'espace public, en particulier sur les postes à haut niveau de responsabilité. Alors ce projet, qui n'en est plus un, puisqu'il existe depuis maintenant 4 ans, s'appelle Les Fameuses. Les Fameuses, c'est 3 choses. C'est d'abord un annuaire, une espèce de wouzou, qui permet à des femmes qui occupent des postes à responsabilité ou qui ont un haut niveau de compétences ou d'expertise d'être plus visibles, notamment auprès des médias et des organisateurs de conférences. Puisque la première correction qu'on souhaitait apporter, c'était l'inégalité de la représentation des femmes dans des soirées comme celle-ci, que j'anime assez souvent, et où force est de constater qu'elles sont plus souvent représentées par des hommes et par des femmes. Donc premier objectif de Fameux, c'était celui-là, mettre un peu plus de mixité dans les médias et sur les conférences. Deuxième objectif, après ce wouzou, c'est devenu un réseau, puisque ces femmes sont maintenant 225. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle lesfameuses.com. Et elles ont émis le souhait de se rencontrer parce que, à part leur sexe, elles ne partageaient pas grand-chose, puisqu'elles pouvaient représenter aussi bien les milieux de la culture, comme Catherine Blondeau, par exemple, la directrice du Grand T, celui de l'entreprise, comme Stéphanie Demange, par exemple, qui est la directrice régionale de la SNCF, ou le milieu politique, avec Johanna Roland, qui en fait partie également. Donc, des parcours extrêmement diversifiés. C'est une autre singularité de ce réseau, qui, pour le coup, est devenu le réseau de femmes à responsabilité le plus important de l'Ouest. Puis troisième étage à la fusée, ce réseau c'est également devenu un événement qu'on organise une fois par an, ça s'appelle le Printemps des Fameuses. On se réunit ici, 400 personnes, plutôt des femmes, et une quinzaine d'intervenants pour échanger sur ces questions de l'égalité femmes-hommes et plus globalement de la mixité. Alors il se trouve que le thème de cette année c'était l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? À force de parler, les choses avancent peut-être, mais pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses ? Donc on a une 50aine d'engagements qui ont été pris, comme par exemple la SNCF que je citais tout à l'heure. L'engagement de Stéphanie Demange, c'est d'organiser une journée de sensibilisation des conseillers d'orientation pour qu'ils orientent les filles sur des métiers qui sont considérés comme des métiers masculins. Et l'engagement du CCO, eh bien, c'est celui-là, c'est de ne plus jamais organiser ou animer une manifestation professionnelle s'il n'y a pas de femmes sur le plateau. Alors c'est un engagement assez lourd, parce que c'est pas toujours facile de trouver des profils féminins pour parler de sujets qui peuvent être très variés, mais ça existe. En tout cas, c'est une obligation à laquelle désormais on va s'astreindre. Donc vous saurez, quand un homme posera la question de savoir s'il y a des filles, que ce n'est pas forcément avec les intentions auxquelles vous pensez qu'il pose cette question-là. Alors Jamais sans elles, c'est une opération qui a été lancée au mois d'octobre
par le président du Syntec numérique qui s'appelle Guy Mamou Mani et qui considérait aussi que c'était une aberration, en particulier dans le domaine du numérique, de ne pas avoir de femmes représentées sur les questions qu'ils abordaient. Donc il a pris cet engagement, depuis il s'y tient. C'est une opération qui a fait un peu une traînée de poudre. Au départ, il y avait 70 signataires, dont Alain Juppé, dont je parlais tout à l'heure, Alexandre Jardin, Gilles Babinet, etc. Et depuis, le nombre d'hommes qui s'engagent dans ce type d'action est de plus en plus important. Ça veut dire qu'on a des chances de voir un peu plus de femmes représentées sur les plateaux d'experts ou qu'on a plus de chances de voir des femmes dans les médias. Il faut savoir que les femmes représentent simplement 18% des experts interviewés dans les médias. Donc c'est une anomalie. Donc voilà pourquoi j'interviens ce soir à ce double titre-là, Jamais sans elles et les fameuses. Alors la question de l'engagement des hommes dans le féminisme, c'est une question d'actualité, mais il faut savoir que ce n'est pas une nouveauté. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là, il s'appelle Léon Richer, il était journaliste et il est considéré comme le père du féminisme en France, et même dans le monde, puisqu'en 1886, il a créé la première association de défense des femmes dans le monde. C'était à l'époque une association parfaitement paritaire. Il y avait autant d'hommes que de femmes et il a porté des engagements très loin. Donc il y avait plus d'hommes proportionnellement à s'intéresser à la mixité femmes-hommes à la fin du XIXe siècle, contrairement aux idées reçues, qu'il n'y en a actuellement. Autre grande figure masculine du féminisme, c'est Condorcet, un révolutionnaire, vous le connaissez tous. Alors là, je vais prendre mes notes parce que je vais vous lire ce qu'il a écrit en juillet 90, Condorcet. Il a dit « Les droits des hommes résultent uniquement de qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes ayant ces mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux, où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritable droit, où tous ont les mêmes droits. Et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. » Ça, c'était les principes humanistes que était censée porter la Révolution. Alors depuis, bien entendu, vous savez que ces principes humanistes, ils n'ont pas forcément été développés autant qu'on aurait pu l'espérer. Et il suffit de jeter un œil dans la Constitution française pour s'en assurer et constater que le traitement de la différence des sexes est un peu équivoque. Alors très concrètement, qu'est-ce que dit la Constitution sur cette voie-là ? Constitution de 58. Elle dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ça veut dire qu'actuellement, dans la Constitution française, on ne parle pas de différence de sexe. Alors que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'on appelle comme ça en France, on dit Human Rights en anglais, et non pas droits des hommes, eh bien, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle écrit qu'on prohibe toute distinction, notamment de race, de couleur et de sexe. Donc vous voyez que même nos textes fondamentaux ont une approche assez équivoque de cette question de la mixité. Alors c'est pour ça que moi je m'y intéresse, parce que je considère que c'est une question fondamentale, un petit peu comme notre Constitution, et même au-delà de ça, je considère que c'est un sujet révolutionnaire. Un sujet révolutionnaire au sens littéral du terme, et que c'est une manière concrète de faire de la politique. Alors pourquoi c'est un sujet révolutionnaire ? Eh bien c'est la question à laquelle je vais essayer de vous répondre en 3 points. C'est vrai que quand on aborde ce terme, ça peut faire peur, parce que ça évoque des mouvements féministes revendicatifs, parfois même un peu provocateurs, dans lesquels on ne se reconnaît pas forcément, en particulier quand on est un homme. Pour autant, si je m'appuie sur notre fameuse devise, je vais essayer de faire la démonstration que le sujet de la mixité, c'est un vrai sujet révolutionnaire. Premier exemple, la liberté. La liberté, je ne vous fais pas un dessin, enfin plutôt si je vous en fais un, c'est facile de s'indigner sur des situations particulièrement liberticides dans le monde pour le droit des femmes.
On en connaît tous, on sait tous à quoi je veux faire allusion, sur la possibilité de se marier, de choisir du moment où on aura ses enfants, de s'habiller comme on veut, de conduire une bagnole, etc. On sait très bien que la situation est particulièrement inéquitable à l'échelle de la planète et que dans de nombreux pays, la liberté des femmes est gravement mise en cause. Ceci dit, ce n'est pas le sujet sur lequel je veux intervenir ce soir. Même si je considère qu'en France, la liberté des femmes n'est pas la même que celle des hommes. Je vais juste prendre un exemple. Si je vous montre cette photo-là, je suis sûr qu'elle inspire dans les cerveaux des femmes et dans les cerveaux des hommes des sentiments différents. On voit bien, c'est la démonstration que l'inquiétude ou les fantasmes auxquels peut faire référence ce type d'image est la démonstration que la liberté de circuler en France ou en Europe ou dans les pays civilisés n'est pas exactement la même pour les hommes que pour les femmes. Alors, c'est avéré, si on utilise des situations particulièrement critiques, vous savez bien que le nombre de viols de femmes, c'est 18% de la population française, est plus important que celui des hommes, 5% quand même. Qu'une jeune femme sur 10 a subi au moins un jour avant ses 20 ans une situation d'agression sexuelle. Si je faisais un sondage à main levée ce soir, je suis persuadé qu'il confirmerait ces statistiques. Pour autant, même si cette situation est déplorable et qu'elle invite à lutter contre, ce n'est pas de ce sujet dont je veux parler, puisque je voudrais m'appuyer sur des choses extrêmement concrètes, des situations auxquelles j'ai été confronté dans les 15 derniers jours. Alors je pars de très loin avec mon histoire de révolution, mais finalement je veux ramener ça sur un terrain du quotidien, de situations extrêmement concrètes. Sur cette question de la liberté, par exemple, j'ai dîné la semaine dernière au Wine and Business Club, un cercle très huppé de chefs d'entreprise, etc., surtout masculins, où je suis identifié comme un homme qui parle de mixité. Donc assez vite, le sujet est abordé, et j'ai discuté avec à ma droite un jeune chef d'entreprise de 35 ans, qui évoquait sa volonté d'avoir un jour des enfants. Donc formidable. Et notamment d'avoir un jour des filles. Je ne pouvais que l'encourager, moi j'en ai 3. Et finalement, c'est sa réaction qui m'a surpris. Sous prétexte des craintes légitimes que des parents peuvent avoir sur la situation à laquelle leur fille pourra un jour être confrontée. Je reviens à mon histoire de parking. Sous prétexte de considérer que les filles seraient plus en danger, sa réaction, ça a été de dire « Oh là là, je serais un papa extrêmement protecteur avec ma fille ». Donc forcément, cette question du papa poule, protecteur avec sa fille, c'est attendrissant. On peut considérer que ce papa est un bon père puisqu'il s'engage, avant même qu'elle ne naisse, à protéger sa fille. Moi, je me souviens d'un copain qui est venu à la maternité quand ma femme a accouché de notre première fille, ça fait maintenant 28 ans, et qui m'a dit « Oh là là, avec une fille, moi j'installerai des miradors partout pour la protéger des marcous qui vont arriver en mobilette. » Et il y a donc inscrit dans, non pas l'inconscient, puisque c'est exprimé, mais dans la mentalité des hommes, mais aussi des femmes, cette question qu'une petite fille, c'est nécessairement plus fragile qu'un garçon et que ça nécessite une protection particulière. Alors, objectivement, c'est vrai. Il y a un tas de situations auxquelles potentiellement sont confrontées les filles, auxquelles les garçons peuvent échapper. Mais si le diagnostic est bon, la réponse n'est pas la bonne. Le père, il ne sera pas toujours là pour protéger sa fille. Et du coup, sa réaction fait que les petites filles, elles grimpent moins aux arbres, elles jouent moins au ballon, elles ont le droit de sortir plus tard, je veux dire en âge, et elles doivent rentrer plus tôt. Et donc cette espèce de chape qu'on met dès l'éducation sur les petites filles, eh bien finalement c'est liberticide sans même qu'on s'en rende compte. La meilleure réaction de ce père, ça serait peut-être d'inscrire sa fille à des cours de Krav Maga pour qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. Donc voilà sur la question de la liberté, un exemple très simple, mais je crois qu'il exprime bien cette question des mentalités auxquelles on est tous confrontés. Bon diagnostic, pas forcément la bonne réponse, et permettre aux filles d'avoir la même liberté que les garçons, ce serait finalement en soi une vraie révolution.
Deuxième point, l'égalité. Alors sur l'égalité, même chose, assez facile de s'indigner sur des éléments factuels. L'écart de rémunération, en France, c'est entre 18 et 25% pour le même poste, que les filles gagnent moins que les garçons, donc on peut s'indigner, c'est tout à fait anormal. C'est 9% seulement des PDG qui sont des femmes, c'est 30% de créatrices d'entreprises, on en a parlé tout à l'heure, et c'est 80% des tâches ménagères qui sont effectuées par les femmes à la maison, encore maintenant. Et donc ça, c'est des inégalités criantes contre lesquelles, bien entendu, on peut se soulever. Deuxième exemple extrêmement concret auquel j'ai été confronté la semaine dernière pour exprimer cette idée d'inégalité. Il se trouve qu'actuellement, je suis en phase de recrutement et je cherche, pour pourvoir un poste de communication, à rencontrer un certain nombre de candidats, ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Et j'ai rencontré une jeune femme, parmi d'autres, et je me suis étonné de l'absence de date de naissance sur le CV. Donc je lui ai dit, je ne comprends pas, vous ne mettez pas votre date de naissance, alors ce n'est pas obligatoire, hein, mais ça m'intriguait. Donc elle m'a répondu cette question, ben oui, j'ai 29 ans et je ne voulais pas mettre mon âge parce que j'avais peur que ce soit un frein à un entretien potentiel, parce qu'à 29 ans, on est susceptible d'avoir des enfants. Donc je n'indique pas mon âge parce que je ne veux pas qu'on puisse penser que je m'engage dans un poste à un âge où je suis susceptible d'avoir un enfant. Vous imaginez, cette autocensure, et puis c'est pas il y a 10 ans, c'est la semaine dernière, cette autocensure à laquelle cette jeune femme se croit obligée de consentir pour accéder à un entretien de recrutement. C'est tout à fait anormal et ça montre bien là aussi qu'il y a un problème et que les hommes, qui sont souvent les recruteurs, peuvent réfléchir à cette question, puisque la question de l'inégalité sur la possibilité d'avoir des enfants, mais pour le coup, elle est déterminante. Et c'est ce qui fonde la différence entre un homme et une femme. Mais pour autant, ce n'est pas une raison que cette différence devienne une cause d'inégalité. En tout cas, c'est profondément ce que je crois. Et puis, je ne suis pas le seul à le croire, puisque des grandes entreprises se disent ça aussi. Vous connaissez tous Google, Apple et Facebook, les fameux GAFA, qui ont fait le même diagnostic, qui se sont dit, c'est pas normal que des jeunes femmes en situation d'avoir des enfants rencontrent des freins à l'évolution de leur carrière. Donc ces entreprises qui sont extrêmement modernes ont apporté une réponse parfaitement paritaire. Quand on est dans ces boîtes, on est une femme, on a le même salaire qu'un homme, super. On a la même possibilité, on en parlait tout à l'heure avec Yahoo, d'accéder à des postes de responsabilité, super. Par contre, ou peut-être pas par contre, mais en tout cas, pour lutter contre cette inégalité, voire cette discrimination, on propose une chose intéressante aux jeunes femmes. On leur dit, pour éviter de freiner votre carrière, ce qu'on vous propose, c'est 12 000 $ pour congeler vos ovocytes. Comme ça, vous ferez des enfants quand vous le voudrez, mais peut-être aussi quand l'entreprise y sera prête et au bon moment, au moment choisi, soi-disant, pour vous comme pour nous. Alors, ça peut être génial puisque la technique le permet et que financièrement c'est possible, de permettre à une femme, effectivement, d'attendre le moment qu'elle a choisi pour avoir un enfant. Après tout, la pilule, c'est ça aussi. Sauf que là, dans ce cas-là, ça peut être extrêmement pervers si, du coup, ça change les codes. Et que dans ces entreprises-là, sous prétexte qu'il y a la possibilité de différer biologiquement, techniquement, financièrement le moment où on veut avoir un enfant, forcément, ça va beaucoup changer les choses. Donc là encore, à partir d'un exemple très précis, très concret, bon diagnostic, mauvaise réponse. Je pense que la meilleure réponse pour ces GAFA, ça aurait pu être de se dire, avec cet argent, on va faire des crèches. Avec cet argent, on va travailler sur le congé parental des pères. Avec cet argent, on va réfléchir à une organisation différente. Avec cet argent, on va réfléchir à un meilleur équilibre des temps de vie entre vie perso et vie professionnelle. Et du coup, ça sera au bénéfice de tous. Et ça sera aussi une autre manière d'aborder la relation qu'on a avec l'entreprise. Et ça aussi, en soi, c'est une
petite révolution. Et donc c'est la deuxième. Et ça dépend en partie des hommes. Troisième et dernier exemple de mon triptyque, la fraternité, liberté, égalité, fraternité. Alors j'ai volontairement choisi le nom d'une plaque de rue parce que ça me permet de faire passer quelques messages, quelques petites indignations. Vous savez que 2% seulement des noms de rue portent le nom d'une femme. 2%. Alors c'est un peu plus à Nantes. Et puis c'est work in progress, puisque désormais les nouvelles rues sont souvent des noms de femmes, portent souvent des noms de femmes. Mais malgré tout, dans l'histoire, 2% des noms de rue en France portent le nom d'une femme. 5% des prix Nobel sont des femmes, parce qu'elles sont moins intelligentes, forcément. 3,2% des personnages historiques qu'on cite dans les manuels scolaires sont des femmes, parce que forcément, elles ont moins d'importance que les hommes. En fait, ça, c'est bien la démonstration que l'histoire n'a pas été très bonne copine avec les femmes, et qu'en termes de fraternité, on a des choses à réparer. Et fraternité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, étymologiquement, ça vient du latin, frater, ça veut dire tout représentant membre de l'espèce humaine. Et donc, dans fraternité, on voit qu'on en est loin, puisque l'histoire a oublié 50%, ou à peu près, du genre humain, puisque la place qui a été faite aux femmes n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Alors, il y a des choses qu'on peut faire très concrètement pour être un peu plus fraternel avec ces femmes. Ça repose sur les stéréotypes, par exemple, contre lesquels on peut lutter. Par exemple, celui-là. Les pictos, forcément, ça porte un sens. Le nom des métiers qu'on utilise, on dit directeur, on ne dit pas directrice à propos d'une femme, c'est une anomalie. Le nom des métiers qu'on utilise, il est aussi signifiant. Donc travailler sur toutes ces petites choses, c'est faire évoluer forcément la situation. Autre stéréotype, princesse un jour, boniche toujours. C'est vrai que les jeux qu'on donne aux enfants sont extrêmement signifiants. Autre exemple auquel j'ai été confronté la semaine dernière, quelqu'un que j'ai rencontré qui me disait « Toi, tu habites un appartement, mais tu peux parce que tu as 3 filles. Moi, j'ai 2 garçons. Un garçon, ça doit courir, donc il me faut une maison. » Ah ouais, c'est sûr. Une fille, si on lui donne un ballon, va pas courir. Et un garçon, si on lui donne une poupée, il va pas rester dans sa chambre. Donc le choix des jeux, forcément, est signifiant et entretient les stéréotypes. Alors, autre action très concrète qu'on peut mener, c'est banal de dire ça, mais je reviens au chiffre de tout à l'heure, 80% du temps domestique est encore réalisé par les femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, les femmes disposent de près de moins de 20% de temps de loisirs par rapport à un homme. C'est aussi une anomalie et c'est peut-être quelque chose qu'on peut corriger ensemble, les gars des filles. Donc ce que je vous propose très concrètement, pour être un peu plus fraternel, c'est de temps en temps prendre la place des femmes ou au moins se mettre à la leur. Alors à quelles conditions ? Et j'en termine. La condition, c'est de ne pas faire ça n'importe comment. J'entendais tout à l'heure, et ça m'a amusé, un certain nombre de stéréotypes sur notamment le management des femmes. Actuellement, on accepte l'idée de faire une place aux femmes parce qu'elles seraient complémentaires des hommes. Elles seraient plus à l'écoute, elles seraient plus douces, elles seraient plus... je ne sais pas quoi, mais en tout cas, leur type de management serait différent. Et donc, puisqu'elles sont différentes, elles sont complémentaires, elles ne font pas la même chose, et donc, puisqu'elles sont complémentaires, d'accord, on va leur laisser une place. Pour moi, la question, elle n'est pas cette question de la complémentarité. Une femme n'est pas le complément d'un homme et inversement. Ils sont tous les deux différents, mais ils ne sont pas complémentaires au sens où on l'entend. Parce que si on raisonne en termes de complémentarité, ça veut dire qu'on va continuer d'attribuer à chacun des places qui sont extrêmement stéréotypées. Et c'est l'intérêt pour personne. Donc très concrètement, pour améliorer ce troisième point, la question de la fraternité, eh bien, on en est encore qu'à l'étape 1 ou 2 sur l'échelle de Richter de la mixité ou de féminisme, qui pour moi en compte 3. Alors,
Pourquoi on s'engage dans la mixité? Première raison, on n'a pas le choix. C'est la loi qui nous l'impose. La loi qui impose des quotas dans les partis politiques, aux élections, dans les conseils d'administration, etc. C'est pas terrible, c'est un pis-aller, mais puisqu'on ne veut pas y aller tout seul, la loi nous y incite et même nous y oblige. Donc ça, c'est le niveau 1 de l'échelle de Richter. Deuxième argument, c'est l'intérêt. Et c'est celui-là dont je vous parlais à propos de la complémentarité. Vous avez intérêt à faire une place aux femmes. Alors, intérêt parce que votre entreprise va être plus performante. Ça fait partie des légendes urbaines. Alors, peut-être que des statistiques le démontrent. En fait, elles existent effectivement. Ces statistiques qui démontrent que intégrer des femmes dans son CODIR, par exemple, c'est augmenter la satisfaction client de 57%. Que, je vais reprendre mes notes parce que je ne les ai pas tous en tête, que la diversité, c'est 48%, ou ce serait 48% de résultats opérationnels en plus, que 58% des équipes seraient plus motivées. Alors tout ça, c'est vrai, c'est probablement vrai. Mais l'argument de dire, après l'obligation, vous avez intérêt parce que vous serez plus performant, l'argument de la performance, pour moi, il est tendancieux. Parce que le véritable argument, ça devrait être celui-là, le dernier, celui de la fraternité. Ça devrait être normal qu'il y ait une place équitable qui soit réservée pour 50% de la population. Il ne devrait pas y avoir de questions à se poser. Il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. On devrait retrouver à peu près cette répartition dans toutes les strates de l'organisation de la société. Et ça aussi, ce serait révolutionnaire. Donc, j'en termine sur cette question-là. Le féminisme, pour moi, c'est un engagement politique, au sens littéral. C'est une révolution, au sens littéral. Je prends un dernier exemple. On sait très bien que l'éducation des filles, quand elle augmente, ça fait diminuer le taux de mortalité des enfants, ça fait diminuer le taux de mortalité des femmes, ça améliore le niveau économique, ça améliore la voie vers la démocratie, ça améliore même l'écologie. Donc l'éducation des filles, c'est un indicateur extrêmement tangible du progrès d'une société. Alors ça ne veut pas dire que les filles sont mieux que les hommes. L'intelligence n'a pas de sexe, la bêtise non plus. Mais ça veut dire qu'on a tout intérêt, nous les hommes, à s'engager dans ce mouvement-là, puisque objectivement, je pense que c'est un facteur clé du progrès futur de notre société. Alors ça vaudrait peut-être le coup d'en débattre, mais on n'aura pas le temps ce soir, je suis à votre disposition. Mais pour terminer, je vais passer cette image-là et vous poser la question. Est-ce que le racisme, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, aurait pu progresser, puisqu'il a malgré tout progressé, si chacun était resté dans son camp? Donc je vous pose la même question pour le féminisme. Si les hommes et les femmes restent de leur côté, on ne va pas faire avancer les choses. Merci beaucoup Eric. Merci pour cette revue extrêmement détaillée sur les inégalités. J'espère que vous prêchez des convaincus. En tout cas, merci pour ce plaidoyer. Maintenant, on va se rapprocher un petit peu plus du thème de l'entrepreneuriat des femmes. En tout cas, gardons ça en tête sur un petit peu les différents stéréotypes. Donc, on accueille Claire Glémaud, qui est explorer chez The Boson Project, et Anaïs Vivion, qui est la fondatrice de BeApp. Et vous avez le droit de les applaudir. Et bien sûr, Eric reste avec nous. Alors, l'idée, c'est vraiment que ce soit interactif. Donc, si vous ne parlez pas, je parle, mais des micros tournent. Et vraiment, soyez là, n'hésitez pas, posez vos questions. Je commence et après, je compte sur vous. Je vais revenir sur l'intervention de Nan Douane. Il nous disait que la première cause, le premier frein pour entreprendre chez les femmes, c'était la peur de l'échec. Donc, je vais commencer avec toi, Anaïs. Est-ce que déjà, tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est BeApp et pourquoi tu n'as pas eu peur de l'échec ? Avec plaisir.
Donc, bonjour à tous, moi c'est Anaïs. Donc j'ai j'ai cofondé BIAP il y a 4 ans et demi. BIAP en fait c'est aujourd'hui une agence qui se situe entre une société de marketing et une société une SS2I, donc une société technique, avec un terrain de jeu qui est l'innovation sur le mobile. Sur tout ce qui est innovation mobile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça passe bien entendu par le smartphone, mais demain ça passera peut-être par d'autres usages. Ça passe déjà par d'autres usages avec les montres et tout objet connecté. Voilà ce qu'on fait chez BIAP. Moi j'ai monté l'entreprise il y a 4 ans et demi avec 2 associés, donc 2 hommes. Mais je reste, c'est vraiment moi qui ai rassemblé l'équipe puisque je suis la dirigeante et je suis extrêmement majoritaire dans la structure d'associés. Aujourd'hui, on est 19, voilà, et du coup, on continue à se développer. On se développe vraiment uniquement en fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de levée de fonds. Voilà. Donc, bien entendu, pour répondre à la question, et je répondrai à toutes les autres questions, donc j'ai pas eu peur de l'échec. Pourtant, du coup, le projet de BIAP, initialement, il était double. C'était de créer le WordPress du mobile, chose qu'on a complètement plantée, et 2, d'avoir cette activité d'agence. Je pense que de toute façon, quand on entreprend, il faut être un peu inconscient. Et franchement, mais bon, c'est surtout très passionnant. Il ne faut pas avoir peur en effet de l'échec parce que l'échec il permet d'apprendre et même si du coup on dit souvent entre entrepreneurs que le principal c'est de ne pas faire l'échec, de ne pas faire l'erreur fatale. Donc voilà, des échecs dans une vie d'entrepreneur, je pense qu'on en a plein, qu'ils soient gros ou plus petits, et c'est ce qui fait avancer, ce qui fait grandir. Donc bien entendu, je n'ai pas peur de l'échec. Voilà. Et c'était quoi ta plus grande peur alors? T'es un peu retenue. Je crois que j'ai pas peur de grand chose. Non, j'ai rien qui m'a retenue. Je me suis dit que c'est souvent une rencontre de moi, j'ai rencontré les bonnes personnes. Je me suis dit, bon, oui, je suis jeune parce que j'ai monté mon entreprise à la sortie des études, mais c'est plutôt une histoire de rencontre et une histoire de projet qui fait qu'on monte une entreprise aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut plus avoir peur d'oser. Si on a une bonne idée et qu'on est bien entouré, voilà, même si ça peut ne pas marcher, c'est le principe d'une idée. C'est toujours passionnant, en tout cas, de la réaliser et on en ressort toujours plus fort. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Anaïs? A priori, non. Donc, on va enchaîner avec Claire. Claire, je vais te demander de présenter ce qu'est The Boson Project et peut-être revenir sur la dernière question de Nandouane qui nous disait les différences de management. En final, il n'y en a pas tant que ça. Ce qui compte, c'est le charisme, l'empathie. Est-ce que toi, c'est des qualités que vous voyez dans le profil des entrepreneurs que vous êtes peut-être amenés à interroger? Donc Claire, je travaille au sein d'une société qui s'appelle The Boson Project. Donc The Boson Project, en fait, c'est une start-up qui a maintenant 3 ans, qui a été fondée par Emmanuel Duez, qui est assez connue parce qu'elle a aussi fondé Women Up, on pourra un peu en parler plus tard. Donc The Boson Project, c'est en fait la volonté de dire, comme pour un peu le mash-up qui est pareil pour les jeunes, nous c'est pareil pour les hommes. Donc Boson Project qui vient de boson de Higgs, particules élémentaires de l'univers, et nous travaillons sur les particules élémentaires de l'entreprise que sont les hommes. Donc 2 convictions fortes. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, il y a plein de choses qui bougent, le numérique, ça arrive dans tous les sens, les entreprises elles sont percutées dans tous les sens, niveau économique, même en interne. Enfin, nous on arrive jeunes et on se dit mais c'est qui ce manager? Mais moi je le respecte pas. C'est quoi cette hiérarchie? Pourquoi ça prend aussi longtemps? Les process, tout ça. Enfin, c'est des choses. Voilà. Enfin, on se cogne la tête. Enfin, moi personnellement, je l'ai vécu en stage avant de rentrer à The Boson Project. Et c'est pour ça, en fait, on aide les... en fait, si je fais un peu une caricature, on aide un peu le dinosaure ou les entreprises qui ont grossi, qui se sont structurées, processées à devenir gazelles et à être un peu plus agiles. Et donc, ça, on le fait avec les hommes. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout des consultants. Hein, c'est pas mon titre. Hein. Mais on va aider les collaborateurs en interne avec une page blanche à se dire, et finalement si demain vous deviez redessiner l'entreprise, si vous deviez dessiner votre manager et votre leader, à quoi ressemblerait-il? Donc ça c'est un petit peu ce qu'on fait à The Boson Project. Au niveau de la deuxième question, sur le profil du manager homme-femme,
Alors, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. C'est un sujet qui a fait parler de lui. Moi, je ne suis pas vraiment convaincue. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Le style de management, c'est très personnel. Ça dépend des individus. Après, sur le leader, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a fait une étude, enfin, pas moi directement, mais The Boson Project, avec Mazar, il y a 3 ans maintenant, sur le leader. On a interrogé 7000 jeunes dans 70 pays. Et on leur a demandé, en fait... toi, ton leader demain, ou si tu devais être leader demain, à quoi tu ressemblerais? On leur a posé plusieurs questions. Donc c'était the gang leader, work hard, play hard, the straight guy. Donc c'est le mec droit dans ses bosses et droit dans ses principes qui coche toutes les cases pour monter. The expert. Donc voilà, la personne, elle sait ce qu'elle fait, elle est à fond dans son domaine et elle est respectée pour ça. Ou alors just a nice guy. Et en fait, à 55%, même plus, je crois que c'était vers les 60%, les jeunes en fait ont répondu just a nice guy. Et quand on leur a demandé quels attributs en fait derrière just a nice guy, c'était pas forcément les 3 que tu avais cités, c'était plus transparence, empathie et fragilité. Donc ça veut dire que le leader demain, pour eux, en fait, c'était une personne qui n'avait pas peur de montrer ses faiblesses, pas peur de dire, bah voilà, en fait, je sais pas, donc peut-être que toi, tu es plus fort que moi. Quelqu'un de transparent, donc honnête, qui ne va pas être dans la rétention d'informations, qui explique pourquoi. Parce que le pourquoi, en fait, le sens en entreprise, c'est quelque chose, en fait, parfois qu'on perd facilement. Et quelqu'un dans l'empathie, donc en effet, dans la position de se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est un petit peu les attributs qu'on retrouve au niveau du leader et non pas... Du manager. Est-ce qu'ils sont représentés que ce leader, ça pouvait être une femme? Alors, on ne leur a pas posé la question, mais après, je pense que si on va dans les stéréotypes, on se dit que l'empathie, c'est quelque chose de plus ou moins féminin. Ok, là, on peut peut-être se dire que demain, le leader aura peut-être des attributs un peu plus féminins, mais moi, ça me gêne un peu de dire ça. Je pense que c'est juste que... Aujourd'hui, en fait, s'il y a moins de leaders ou de managers femmes qui sont à la tête d'entreprise, c'est plus parce qu'en fait, je pense que le modèle d'évolution en interne, il est pas fait, il est fait sur des grilles qui ne fonctionnent plus avec toute la complexité dans laquelle on vit, sur des critères qui sont sur la performance de compétences ou l'efficacité, ou des choses qui sont un petit peu désuètes et pas forcément adaptées juste à la façon dont on travaille, la façon dont on évolue. Je pense que c'est plus lié à ça. Est-ce que tu te reconnais, toi, Anaïs, dans ces 3 adjectifs? Empathie, non, c'est pas des adjectifs. Transparent, empathie et faiblesse. C'est pas évident de savoir si je me reconnais. Il faudrait peut-être le demander à mon équipe plus, parce que on est même si moi j'essaye d'être la même au travail que je suis chez moi, mais on est toujours... ça reste l'univers du travail, donc je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre. Je te demande ça parce qu'en discutant avec Claire, on disait que souvent les femmes qui ont ces postes d'entrepreneuses, de leaders, ont plutôt des qualités d'hommes parfois. On les assimile plus à des qualités d'hommes. Est-ce que toi, en tant que femme, le fait d'être à la tête de cette entreprise, parfois tu te sens obligée d'être plus dure, ou non, t'es toi Non, franchement, je suis moi. Alors, par exemple, dans les boîtes où j'étais avant, j'avais des fois un complexe de complètement craquer, rigoler, tout ça. Je suis complètement moi, je pense, dans les 2 sens. C'est-à-dire que forcément, y a des fois, on peut ne pas être content, ou on a quand même des décisions à prendre, voilà. Mais j'essaye de rester le plus humaine possible, parce que de toute façon, c'est quelque chose que je ne conçois pas. Enfin, je ne conçois pas... ne pas être humaine au travail, et d'être le plus moi possible. Et c'est pas parce que j'ai j'ai ce statut de dirigeante et d'entrepreneuse que je peux pas être moi-même et naturelle, quoi. Eric, je t'ai vu soupirer quand j'ai posé la question. J'ai pas du tout soupiré, mais effectivement, on voit bien qu'on est sur des stéréotypes. Le dirigeant homme masculin serait plus dur, plus viril, plus apte à prendre des décisions tranchées. Et donc plus efficace. Et donc plus efficace. Et la dirigeante, elle serait plus empathique, plus à l'écoute, même prête à rigoler. Et je pense que c'est pas une question d'homme-femme. Moi, je connais des femmes qui sont extrêmement dures et des hommes qui sont extrêmement doux. On est vraiment là sur les représentations contre lesquelles on a tous, femmes comme hommes, des efforts à faire pour les contrecarrer. Et puis de toute façon, gérer une boîte et de la croissance, ça nécessite quand même d'avoir des résultats. Donc de toute façon, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi un cadre, hein. Claire nous a parlé de Women Up, donc on va aborder le thème des réseaux.
Il y a beaucoup de réseaux qui sont créés, on parlait des fameux, de Women Up, Girls in Tech. Pourquoi ces réseaux, à quoi servent-ils ? Alors, si c'est à moi que la question se pose, je peux y répondre. On ne se pose pas la question de ça. Enfin, les réseaux, ça sert à faire des rencontres et du business. Et puis aussi à s'épauler les uns les autres. Et il se trouve que les réseaux étaient ou sont toujours essentiellement masculins. On est tous les deux à la cantine numérique. Anaïs est administratrice et c'est la seule femme sur 20 représentants à la cantine numérique, où la moyenne d'âge est faible, plutôt basse, je dois être le vieux barbon là-dedans, où on est dans le domaine du numérique, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt dans l'innovation, la nouveauté, etc. Et même dans ce secteur-là, il y a une représentation inégalitaire. Donc les réseaux sont masculins et donc la question, c'était la place des femmes dans ces réseaux-là. Et la réponse, ça a été pour les femmes de commencer à se constituer en réseau entre elles. Et je pense qu'on arrive à une phase maintenant où les réseaux féminins, je pense qu'il y en a une douzaine à Nantes, sur soit sectoriels, soit une douzaine différents. La question maintenant, c'est de mettre de la capillarité entre ces réseaux d'hommes et ces réseaux de femmes. Pour plus de... Moi, je suis assez d'accord, je suis dans beaucoup de réseaux féminins, mais je trouve ça bien, les réseaux féminins, mais je trouve qu'il ne devrait presque pas y en avoir. On devrait être juste plus de femmes dans tous les réseaux classiques. Donc voilà, moi je suis mitigée souvent sur ce débat parce que faut pas non plus, c'est ma vision des choses, mais je pense qu'il faut pas non plus servir un discours tout genre orienté, oui les femmes, on est comme ci, on est comme ça, enfin voilà. Aujourd'hui, il faut juste qu'il y ait plus de femmes sur les réseaux tout court, et puis qu'on dise, il y a un quota qu'il faut être respecté, on va appeler 3-4 femmes pour représenter ce quota, ou autre, il faut qu'il y ait plus de femmes qui osent et puis qui aillent dans tous les secteurs, quoi, vraiment dans tous les secteurs. Alors c'est vrai, mais je pense que ça passe par des étapes, et la première étape, c'est déjà de constituer ses forces, de se rencontrer, d'échanger parce qu'on a des points communs. C'est ça aussi un réseau. On échange parce qu'on a des points communs professionnels. C'est le réseau des acteurs du numérique, c'est le réseau des ingénieurs en chimie, c'est le réseau. Donc il y a un point commun, et le point commun, ça peut être la situation dans laquelle on se trouve à cause de son sexe. Donc c'est important, je pense, de passer par cette étape des réseaux féminins. Les quotas, c'est aussi un mal nécessaire, je pense, pour passer ultérieurement à une troisième étape. Mais je vais rebondir là-dessus parce que je vais vous poser une question sur l'entrepreneuriat féminin. On se pose la question, par exemple, de savoir s'il faut des incubateurs au féminin ou pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Puis peut-être que je vous donnerai mon avis après. Plusieurs choses sur l'entrepreneuriat féminin. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes. On va dire que les facteurs qui bloquent en fait, le fait que les femmes, je pense, elles y aillent. On a bien vu, tout le monde a envie de faire un petit peu plus de l'entrepreneuriat. Là, nous, on a fait plusieurs études, Génération Z. Tout le monde se dit, mais demain, en fait, quand on a interrogé 3000 jeunes en France de moins de 20 ans, ils voulaient tous devenir entrepreneurs. Mais on se dit, mais c'est pas possible, en fait. Il y a 3000 personnes qui veulent pas être payées pendant 3 ans. Enfin, ils se rendent pas compte. Mais à cet âge-là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour toi, ne pas être entrepreneur? C'est ne pas... En fait, juste de ne pas avoir de patron, être son propre boss. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui arrivent. Et je pense que l'entrepreneuriat féminin, ça va... Féminin et non, c'est juste l'entrepreneuriat tout court, ça va se développer. Après, pour le fait que ce soit un petit peu bloquant pour les femmes, je pense qu'il y a des facteurs du système en disant, dont je parlais, un exogène qui est l'accès, des choses un peu moins méritocratiques, l'accès au financement. Vous avez vu le nombre de prêts qui est... Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu les chiffres en disant finalement, tu as plus de prêts qui sont rejetés parce que les banques ont moins confiance en fait, dans les femmes. Mais moi, ça me fait halluciner, quoi. Je me dis, on est en 2016, c'est n'importe quoi. Au niveau des facteurs endogènes, c'est aussi beaucoup d'autocensure. Est-ce que vous savez qu'il y a après, c'est des statistiques, bon, c'est des études, mais par exemple, pour un même poste, des hommes vont plus ou moins postuler en ayant juste 70% des compétences affichées sur la fiche de poste du poste auquel ils postulent. Et pour les femmes, c'est limite, elles doivent avoir 130% des compétences. Il y a une autocensure, mais énorme, même au niveau de la prétention salariale. À premier job, on voit bien que les femmes, elles osent moins demander des salaires plus élevés. Il y a plein de choses, je pense. Après, je pense que l'entrepreneuriat féminin, c'est en train de bouger. Après, pour la question de
le fait que ce soit un petit peu des incubateurs féminins, je suis pas. Moi, ça me gêne un peu. L'autre fois, j'étais au salon de l'entrepreneuriat et il y avait une zone pink pour les femmes qui voulaient entreprendre. Enfin, je sais pas si c'est nécessaire quand même d'aller jusqu'à ce point-là, ou même de se dire on a des couveuses maintenant pour les femmes parce que elles sont tellement fragiles que avant d'aller dans le grand bain, il faut qu'elles fassent un petit peu des petits mouvements dans la pataugeoire. Enfin, je sais pas, mais c'est juste, on va dire aider, mais c'est juste, je pense qu'il y a ça vient en amont en disant faut qu'il y ait de la sensibilisation dans les écoles, faut que les entrepreneuses, elles ont cette responsabilité de ce rôle modèle, d'aller parler, d'aller dire aux jeunes mais c'est possible, enfin vous lâchez-vous, allez-y. Et par contre, ce rôle de sensibilisation dans les écoles aujourd'hui, je pense qu'il est trop faible. Et ça, voilà, j'en profite aux personnes qui faire un petit appel aux personnes qui sont là qui vont dans les écoles, mais faites intervenir des personnes, mais en cours, quoi. C'est pas quelque chose à part, ça doit venir à l'intérieur du système et ça doit faire bouger les choses. C'était mon petit coup de gueule. Je pense que c'est même pas les étudiants et surtout les étudiantes qui ne veulent pas avoir en fait ces informations de l'entrepreneuriat et oser à l'entrepreneuriat et voir des femmes dans l'entrepreneuriat. C'est plutôt le système aujourd'hui de l'éducation, des universités, des écoles. Les écoles un peu moins, parce que c'est quand même un précaré l'entrepreneuriat. Mais quand on parle de l'université, c'est là où c'est difficile, c'est que nous, on va avec notre bateau un peu de pèlerin et de se dire, est-ce qu'on va mettre de l'entrepreneuriat à l'université ? Et la difficulté, elle est là, en fait. C'est plutôt au niveau hiérarchique, au niveau de la direction, au niveau des professeurs qui ne comprennent pas, en fait, l'entrepreneuriat au sein des universités. Ça commence à se décloisonner. On en fait de plus en plus, et tant mieux. Mais ce n'est pas non volonté d'aller dans les écoles, dans les universités. C'est juste qu'il y a des freins aussi à ça. Okay, et donc, moi, je suis pour en fait les réseaux féminins parce qu'ils m'ont beaucoup aidée. Maintenant, j'ai franchement un rêve à 10 ans, c'est qu'il n'y en ait plus. Parce que j'aimerais vraiment que du coup, ça soit plus un sujet. Moi, personnellement, j'ai pas du tout eu de problème pour avoir un prêt, là où même mes copains entrepreneurs masculins n'arrivaient pas à en avoir sur du financement de salaire. Parce que finalement, quand on fait de la R&D ou de l'innovation, le problème, c'est que quand vous allez chercher un prêt, c'est du financement de salaire. Moi, j'ai eu un prêt en agence. J'ai commencé l'entreprise, j'avais 1 000 € en poche. Du coup, je suis partie chez Nantes Initiative. Ils m'ont fait un prêt de 23 000, comité que d'hommes. Bon, voilà, ils m'ont fait un prêt de 23 000, là où normalement c'est 1 pour 1, quoi. C'est-à-dire qu'avec 1 000, j'aurais pu avoir 2 000. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu 23 000. Et après, j'ai eu un prêt de 70 000 à la BNP avec, franchement, rien du tout en termes de caution. Et donc, j'ai que sur du BFR. Donc, j'ai vraiment pas... après, je comprends que les stats le disent, mais j'ai vraiment pas connu ça. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai été dans les bonnes raisons. J'ai été à Atlampol, j'ai été à Atlantique Pionnière, j'ai été introduit, mais j'ai été beaucoup dans des comités que d'hommes. Et j'ai trouvé que vraiment, j'avais eu un bon accueil, en tout cas dans mon métier, sur ces dispositifs-là. Et pour l'incubateur au féminin, si ça doit passer par là, c'est comme les réseaux, mais que ça soit qu'un tremplin pour demain, qu'il n'y ait que des incubateurs d'entrepreneurs et de projets, en fait. Alors, du coup, j'apporte la même réponse. En fait, à Cité Pionnière, il y a soit des incubateurs, soit des associations comme le WBMI, qui sont des associations de mentorat, des professionnels de très haut niveau qui accompagnent des femmes, non pas dans la création de leur entreprise, mais dans le développement. Après qu'elles l'aient créée, généralement, après 3 ans, il y a un palier. Et le constat de cette association, la WBMI, c'est de considérer justement, ça les faits sont têtus, que la taille des entreprises des femmes est plutôt limitée. Une question d'autocensure, d'ambition, de levée de fonds, d'accès au financement, etc. Et donc cette entreprise accompagne les boîtes pour qu'elles gagnent en capacité de développement. Et je pense que c'est des étapes par lesquelles il faut actuellement nécessairement et peut-être malheureusement passer. On a répété à plusieurs fois que l'ambition était limitée. Est-ce que c'est parce qu'on manque de rôle modèle ? Donc là, je vais m'adresser à toi, Anaïs. Tu as eu un prix, tu as eu beaucoup de prix, notamment celui Femmes du Digital de l'Ouest. À quoi servent ces prix dédiés aux femmes ? Est-ce que c'est pour créer des rôles modèles ? Alors, je sais que les Sandrine qui ont créé ce prix l'ont créé aussi pour ça, pour créer des rôles modèles. Moi, c'est vrai que j'ai reçu ce prix, j'ai été poussée par des entrepreneurs hommes plutôt à candidater à ce prix. Et voilà, je pense que c'est vrai que c'est important
il y a les rôles modèles. Moi, je le vois plutôt comme une mission de me dire que voilà, s'il y a des femmes qui veulent entreprendre, s'il y a des femmes qui ont des questions, je suis quelqu'un d'accessible, je suis là. Moi, je l'ai fait. J'avais pas forcément plus que d'autres. Donc, je peux répondre à des questions, je peux déjeuner, prendre un café sans problème. Et je le vois plutôt comme ça, comme être une personne qui peut prendre du temps pour partager sur comment moi j'ai fait, même à ma petite échelle, parce que voilà, ma boîte elle a 4 ans, je suis pas une multinationale, mais voilà, si ça peut être une porte d'entrée sur des échanges, je trouve que ce prix a permis, en tout cas, m'a permis d'échanger avec certains qui se posaient des questions. Donc, Claire, peut-être avoir ton avis là-dessus. Pour toi, tous ces prix réservés qu'aux femmes, est-ce que c'est vraiment un mal pour un bien Qu'est-ce que tu en penses? Après, je pense que c'est bien d'avoir un prix. C'est toujours gratifiant. Ça veut dire que on a établi quelque chose, on a créé quelque chose. Moi, je trouve ça bien justement de se dire qu'après ce prix-là, c'est un droit et un devoir, en disant peut-être que demain ce prix, il faut aussi que je l'incarne et que j'aille parler, sensibiliser, comme tu disais, juste être à disposition des personnes qui ont entendu parler de moi, de mon aventure et qui souhaitent en parler. Emmanuelle Duez, la fondatrice de The Boson Project, a reçu aussi un prix Women Tribune Awards récemment, et du coup elle est sollicitée pour aller parler de son expérience, et je trouve que c'est bien de prendre du temps là-dessus. C'est important aussi. Et puis c'est aussi un facteur de développement de business, puisque la visibilité acquise par Emmanuel dans la presse, par l'intermédiaire de ses prix, de ses interventions, etc., ça a été aussi une occasion d'attirer l'attention sur The Boson Project. Donc c'est un levier efficace en développement de business. On a parlé d'incubateurs. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans la salle? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont mixtes, cofondateurs hommes-femmes? Il y a des deux. Ouais. J'aimerais bien avoir votre avis sur les incubateurs dédiés aux femmes. Est-ce que si votre cofondatrice souhaite rentrer dans cet incubateur, vous en tant qu'homme, comment ça se passe? Est-ce que vous la joignez? Est-ce que vous avez des stéréotypes là-dessus, des clichés, ou vous y allez? Pour ma part, j'ai pas trop de blocage là-dessus. Enfin, en fait, je vois pas trop le. Je trouve ça important, en effet, qu'il y ait des réseaux aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à terme, il faudrait que ça n'existe plus. Ce serait le monde parfait. Mais aujourd'hui, c'est intéressant qu'il y en ait. Pas de souci. Et moi, en tant qu'homme, de rejoindre ce genre de réseau, à travers Perrine, c'est pas du tout quelque chose qui me bloque. Absolument pas. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont incubés, donc dans des incubateurs normaux ou mixtes, ou que pour les femmes qui veulent un peu témoigner de leur expérience? Moi, je suis une formation pour une start-up. C'est complètement mixte. Et j'envisagerais même pas que ce soit que féminin, parce que dans le groupe, en fait, on s'apporte tous des choses. Et en fait, je pense que ce serait vraiment hyper perturbant qu'il y ait que des femmes. Et pour quelle raison il y aurait que des femmes, en fait? Et moi, je suis contre complètement les incubateurs que féminins. Faire peur, on a l'impression de retourner à l'école pour les filles et l'école pour les garçons, avec cette question d'incubateur. Maintenant, ceux qui ont été créés, qui sont dédiés aux femmes, c'est aussi pour, toujours dans la même logique, et encore une fois, on peut le déplorer, mais ça a une certaine efficacité, c'est cette logique de discrimination positive. Parce que vous êtes une femme, que vous avez créé une entreprise, on va vous accompagner avec bienveillance, on va vous mettre à disposition nos réseaux, on va vous mettre aussi à disposition nos relais financiers. C'est très concret. Et ces femmes-là, elles avaient jusqu'à présent, elles étaient passées en travers les mailles du filet, et cette discrimination positive leur a permis d'obtenir des soutiens qu'elles n'auraient pas eu s'il n'y avait pas eu ce type d'incubateur dédié aux femmes. Alors on peut le déplorer comme les quotas, mais ça a une certaine forme d'efficacité. Je pense qu'il y a peut-être un pourcentage chez les femmes qui ne veulent pas passer par... qui n'en ont pas besoin, tout simplement. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Il y en a certaines qui ont peut-être besoin de gagner plus confiance en elles, ou qui veulent, elles, être peut-être en effet plus entourées. Et c'est peut-être pour ça que l'incubateur de sociétés
créé par des femmes peut permettre d'attirer ce type de personnes qu'on a plus besoin. Maintenant, voilà, moi, j'en ai pas forcément eu besoin. J'ai été chez Pionnière, mais du coup, j'y suis vite partie. Mais c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer des femmes super avec qui aujourd'hui j'ai toujours contact. Voilà, je pense qu'on est peut-être dans un moment où il y a des entrepreneuses qui n'en ont pas besoin et voilà. Tant mieux. On voit qu'on est à un moment de basculement. Là, on commence à parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on peut le faire. On voudrait juste vous passer une petite vidéo de Kwame Youngman, donc, qui est l'un des fondateurs de l'école 42, que vous connaissez sûrement. Ça dure 3 petites minutes et on arrive aux solutions finales. Où sont les filles? Elles sont cachées. Pour tout ce que je viens de dire précédemment, c'est un des plus gros problèmes qu'on a actuellement. C'est que, clairement, il n'y a pas les filles. C'est une catastrophe. Sur le numérique et les startups, la France, ça va cartonner. Ça va cartonner parce que la France a un avantage, c'est qu'elle est située au milieu de l'Europe. Et que donc, on est capable d'attirer des profils qui sont grandement différents. C'est-à-dire qu'on part de l'Afrique du Nord, en passant par les Italiens, les Espagnols, plutôt ces états d'esprit-là, les Allemands, les Anglais et des bouts d'Europe du Nord et du Benelux. Et qu'on se rend bien compte que quand vous invitez un Marocain à bosser avec un Suisse, ça ne va pas fonctionner exactement de la même façon. Donc, et c'est cette différence de culture, comme je l'ai dit, qui va permettre de créer des nouveaux objets, parce que justement, comme culturellement, ils sont différents, ils vont penser à des choses qui sont différentes. Maintenant, on a exactement le même problème, c'est qu'aujourd'hui, les innovations qu'on crée sont des innovations, comment dire, que je qualifierais de masculines. À savoir donc que tout l'écosystème étant extrêmement masculin, on se retrouve avec que des gens qui en sortent, qui sont des masculins. Pourquoi les Steve Jobs, pourquoi les Bill Gates, pourquoi les Mark Zuckerberg et pourquoi il n'y a pas de filles? Parce qu'à la base de tout ça, c'est dans un terreau qui est masculin. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va freiner la qualité de nos innovations du fait qu'on n'ait pas les filles. On va la freiner la qualité parce que si on avait des filles, des pans entiers de l'économie seraient changés et seraient changés de manière différente, avec une vision beaucoup plus féminine des choses. Donc si on prend un secteur simple, c'est typiquement la e-santé. L'impact du déficit féminin dans l'économie numérique, il est double. Les filles ne pensent pas comme les mecs. Et comme on n'en a pas, du coup, entre guillemets, l'innovation est masculine. Donc la qualité de l'innovation est purement masculine. Et ça a un impact là tout de suite, par exemple, qu'on voit, on sait très bien que les garçons n'ont pas du tout la même relation à la santé que les filles. C'est ce qui fait que, entre guillemets, la e-santé, ça avance pas. Parce que il n'y a pas de filles qui savent coder, qui savent avancer et qui vont donc savoir fabriquer des nouveaux objets autour de la santé. Et c'est plutôt les garçons qui essaient de s'en emparer et je ne suis pas sûr qu'ils s'en emparent de la bonne façon. Donc typiquement, ça a un vrai impact. Le deuxième impact que ça a, qui va être violent très rapidement, c'est que tout le monde nous dit « Ouais, vous sortez pas assez de développeurs, il n'y a pas assez d'informaticiens. » Ouais, mais vous êtes gentils, moi je bosse avec la moitié de la population. Donc déjà, à la base, moi je recrute chez les garçons. Donc il y a à peu près 10% de filles à 42. Donc 90% c'est des garçons. Donc, c'est comme si on demandait à Didier Deschamps, vous voyez, de faire une équipe de foot, mais qu'avec des rouquins. Vous voyez. Donc du coup, ça limite quand même le champ des gens avec lesquels je suis capable de travailler. Et le troisième point, qui lui va être beaucoup plus global, et là va être extrêmement compliqué à gérer d'ici une quinzaine d'années, c'est que qui va être exclu de la société numérique? Qui va être au chômage? Qui va pas être dans les boards? Qui va pas? Ben, les gens qui, entre guillemets, savent pas coder. Et qui ne sait pas coder? Les filles, puisqu'elles viennent pas de l'apprendre. Donc, on va se retrouver avec une société d'exclusion féminine d'ici une quinzaine d'années. Alors du coup, les solutions, c'est pas très compliqué. C'est que nous, en interne, on va monter une commission qui s'appelle Code X, Code Y, où on va demander à des filles de venir un peu nous observer et de nous donner un certain nombre de conseils, relire nos sujets, revoir un certain nombre de choses qu'on pourrait faire mal, pour essayer aussi de s'auto-transformer, ce qui est assez complexe. Et puis après, je pense qu'il va falloir, c'est quasiment gouvernemental, c'est pas ici que ça se passe, il va falloir qu'on se remette un vrai coup de pression au niveau gouvernemental, limite à aller pousser des quotas pour que les écoles en recrutent, et soient obligées de mieux féminiser leur formation, de mieux féminiser leurs diplômes, pour qu'effectivement les écoles elles-mêmes soient dans l'obligation de se transformer pour attirer plus de filles, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir.
Alors, on parle de quotas. Tout à l'heure, Eric, tu nous parlais de la loi, l'intérêt, la fraternité. Peut-être interroger Claire d'abord. Dans les entreprises, comment tu fais pour faire bouger les choses? Est-ce que les quotas font partie de ça? Comment vous avez ramené la mixité? Alors, pour faire bouger les choses, donc là, quand on fait nous de la transformation en organisation, en fait, ça dépend du contexte. Hein. On s'adapte toujours. On a surtout une démarche, donc comme je l'expliquais, très bottom-up, en fait, où on vient interroger les collaborateurs au plus proche du terrain. Et là, on travaille toujours sur un panel représentatif, donc hommes, femmes, profession, et ancienneté aussi dans la structure. Et là, on va venir remonter un petit peu la pyramide pour se dire, demain, en fait, l'entreprise, elle ressemble à quoi? Quels sont les nœuds bloquants? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait, de façon différente? Et ça dépend des contextes. Il y a des contextes où en fait on arrive à il y a un momentum où on se dit finalement qu'est-ce qu'on fait demain? Et là on va venir nous interroger les plus jeunes, pas forcément les plus jeunes en termes d'âge, mais juste les plus jeunes dans la structure, qui ont un regard assez frais et qui sont pas dans le moule, qui sont pas encore dans la culture et qui vont venir un petit peu étendre le champ des possibles en se disant on pourrait faire ça, on pourrait mettre un incubateur, on pourrait faire... dernièrement, on est en train de mettre en place un crowdfunding interne. Donc, se dire qu'en fait, c'est les salariés qui vont venir présenter les idées en interne et les autres salariés vont venir alimenter une cagnotte pour faire émerger en interne des projets. C'est assez fantastique, mais il y a énormément de choses. En tout cas, ça bouge dans les entreprises. Mais que ce soit les startups ou les grands groupes, ils connaissent des vraies problématiques au niveau de l'engagement des hommes. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais on travaille aussi dessus. Donc toi, tu es pour la méthode douce. Anaïs, tout à l'heure, on voyait que tu étais la seule femme au conseil d'administration d'Atlantique 2.0. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un quota? Non, je le vis pas trop comme ça. Mais bon, en même temps, c'est vrai, hein, il y a quand même pas mal de quotas. Moi, ça m'arrive des fois qu'on m'appelle en me disant Anaïs, il nous faut une femme sur un truc, est-ce que tu peux venir, quoi? Oui, je vais venir, mais bon, en même temps, peut-être que je fais d'autres choses bien aussi que juste être une femme, quoi, entre guillemets. Donc, non, Atlantique 2, j'y suis depuis un peu moins d'un mois. J'y suis. Pas parce que je suis une femme, peut-être que du coup on m'a sollicité parce que je suis une femme, mais j'espère bien apporter mon regard autre que, bien entendu, mon regard de femme, mais pas que sous cet angle-là. Mais je suis pas contre les quotas, mais je pense que c'est pareil, quoi. Ce serait bien que du coup ça bouge un petit peu, et même si on commence par ça, que petit à petit il y ait de moins en moins besoin de quotas sur les femmes, quoi. Pardon, j'ai vu qu'il y a une question là-bas. Il y a une notion super intéressante, enfin plusieurs, mais dans le propos qui vient de nous être tenu là, c'est une nouvelle forme de discrimination qui se met en place avec l'alphabétisation numérique finalement. Pendant longtemps, les filles n'ont pas eu le même accès à la lecture et à l'écriture que les garçons. Et apparemment, ce que dit ce monsieur, c'est que cette forme de discrimination, elle se met en place avec le codage informatique. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des filles dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de techniciens pour que cette discrimination ne se mette surtout pas en place. Alors, ça peut passer par des quotas. Mais c'est très dur de recruter des développeuses femmes. Moi, j'en cherche beaucoup et j'arrive pas à en trouver. Hein. Alors, vous savez ce qu'a raconté Eric Mamoumani, Jamais sans elle, président du Syntec, quand il est venu ici. Il a parlé d'une école qui lui avait demandé son parrainage, comme ça se fait à chaque fin d'année pour remettre les diplômes aux étudiants. Une école d'ingénieurs, je ne sais plus laquelle, informaticien, que des garçons. Moins de 5% de filles, et la majeure était une fille. Donc il lui a posé la question de savoir comment elle était arrivée à exercer ce futur métier d'ingénieur, de développeuse en informatique. Elle a dit, mais ça m'a pris toute petite, puisque je suis allé en 6e voir la conseillère d'orientation, à qui j'ai dit que je m'intéressais à l'informatique, et sa réponse, ça a été de me dire, mais très bien, il y en a besoin, vous avez qu'à faire un BTS, comme ça vous toucherez, un BTS de secrétariat, comme ça vous aurez un ordinateur tous les jours entre les mains. Véridique. Donc, c'est pas seulement la question des quotas, c'est la question des représentations. Et ça, c'est long. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Bonjour. Donc, je suis étudiant en école d'informatique et je peux voir ce constat tous les jours. On est donc 17 dans la classe pour une femme, une fille. Il se trouve qu'elle est d'ailleurs deuxième de la classe. Donc, comme vous dites, elle se débrouille très bien. Et en fait, j'ai vu cette coupure en sortant du lycée. J'ai fait un bac général.
50% de filles, 50% de garçons. Et puis je suis arrivé dans cette école avec une femme pour 15-17 personnes. En ce qui nous concerne, on recrute des femmes, on est très ouvert, il n'y a pas de souci. Mais comment on peut expliquer cette cassure entre la sortie du bac, où on est 50-50 dans des filières qui sont acceptées dans des écoles d'ingénieurs informatiques, et justement ces écoles-là où on se retrouve à que des hommes, quoi. Alors, j'ai pas la réponse à toutes ces questions, puis on sort du sujet sur l'entrepreneuriat au féminin, mais tout simplement, c'est les représentations, les stéréotypes, les mentalités. Regardez où vont les filles. Les filles, elles vont dans l'éducation. La majorité des enseignants, désormais, sont des enseignantes. Elles vont dans le droit. Les magistrats, les avocats sont de plus en plus des avocates. Les magistrats sont des magistrates et les juges sont des femmes. Elles vont dans le domaine de la santé. 63% du secteur de la santé, ce sont des femmes. Donc il y a des métiers qui sont pour les femmes et il y a des métiers pour les hommes. Ce qui pose un problème. Parce que avoir des enfants dans une société où ils sont élevés uniquement par des femmes, soignés uniquement par des femmes et même jugés uniquement par des femmes, faire un divorce. Question. Vous voyez, je suis censuré sur cette question-là. Ça va dans les deux sens, cette question des représentations. Oui, bah oui. Et puis pour moi, justement, le fait qu'il n'y ait pas de femmes, code, etc., ça représente aussi le manque qu'il y a dans l'entrepreneuriat. On est des gens qui entreprenons beaucoup, et le fait qu'il n'y ait pas de codeuse, ça casse aussi à cet endroit-là, quoi. Mais quand tu regardes, en fait, l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, la majeure partie des femmes qui entreprennent, elles vont dans le service. C'est encore un cliché, en fait, finalement. On se dit, voilà, on va dans le care, dans le service, on va être l'accompagnement. Enfin, même lui, finalement, son propos était hyper intéressant, mais il nous a dit, dans la santé, on manque de femmes. Mais non, en fait, on manque de femmes, mais partout. Et moi, je me dis, mon rêve, et je pense que le numérique, pour le coup, c'est une très bonne opportunité. Et je pense que ça va faire changer les choses. C'est que pour moi, les femmes, elles entreprennent de plus en plus dans le numérique. Et je me dis, mais finalement, j'ai envie que demain, les femmes, elles entreprennent dans les choses qui sont hard, quoi. Pas les choses qui sont réservées aujourd'hui aux mecs, en disant dans l'industrie, etc. Enfin, je pense qu'avec le numérique, ça va faciliter l'accès. Et à mon avis, ça va vraiment se développer. Mais moi, je crois aux femmes qui vont venir investir et casser un peu les stéréotypes et pas se cantonner, entre guillemets, au service. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est un grand pas pour elles. Parce que imagine, juste quand tu es une femme, par exemple, tu te dis, une femme, c'est... Je vais dans les clichés les plus horribles. Mais une femme célibataire qui a une vie amoureuse un peu volatile, qui a personne, etc., va se lancer pour monter une boîte. Franchement, tu te dis, non, c'est tendu, il faut quand même que j'ai quelqu'un à côté qui assure les revenus. Donc, déjà, tu as plein de personnes qui pensent comme ça. Après, quand tu te dis, mais j'ai envie de... TikTok, l'heure biologique, j'ai envie d'avoir des enfants, mais tu vas jamais te lancer. En plus, les stats, elles le montrent, mais tu as des femmes entrepreneuses de 18 à 25 ans, tu as une énorme coupure, ça redescend vertigineusement, et après, ça reprend après 40 ou 45 ans quand les femmes, elles entreprennent. Mais c'est parce que tu peux pas... quand tu te lances dans une boîte, ça veut dire que pendant 2-3 ans, tu n'as pas forcément de salaire. C'est une des conséquences... sine qua non de l'entrepreneuriat. Parfois, tu fais des concessions, c'est sûr. Et se dire que tu peux pas, quand tu as envie d'avoir des enfants, par exemple, c'est juste impossible. Tu peux pas faire ça, tu vois. Donc, je pense, il y a pas mal de freins aussi là-dessus. En fait, ça se pose pas parce que la précarité, il l'impose... tu vois, en fait, c'est juste que toi, quand tu as envie quand tu es une femme et tu as envie des enfants, tu as envie d'avoir des enfants, ça va pas être le moment où tu vas décider de te lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est une aventure. Enfin, je sais pas, je pense que... moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que franchement, mais après, du coup... moi je suis contre le trop de clichés, même si les stats le montrent aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de... Même dans les jeunes, il y a plein de femmes qui osent beaucoup plus. Et moi, franchement, tout ce qu'on dit,
voilà, je suis dans tous les réseaux féminins, mais je pense qu'il faut des fois un petit peu casser ça dans le sens où, voilà, moi j'ai des femmes chez moi qui me demandent autant d'augmentation que les hommes, clairement. Enfin voilà, et elles ont raison. Et du coup, j'ai pas de problème là-dessus, mais j'ai des hommes aussi qui respectent énormément le fait que je sois une femme, et j'ai pas de problème avec ça. Et ça me pose jamais problème quand je vais en clientèle, et ça me pose. Donc peut-être parce que moi, je m'en fous, que ça du coup pose pas de problème, mais du coup c'est vrai que je comprends parce que c'est vrai que les stats le montrent et autres, mais il peut y avoir aussi une autre vision, un autre mode de fonctionnement. Il peut y avoir des femmes peut-être qui sont complètement. Tu trouves pas que dans l'entrepreneuriat c'est quand même il y a plus de freins, enfin, tu vois, à se lancer? Mais il y a des freins tout court dans l'entrepreneuriat. Pour tout le monde. Il y a des freins bancaires, il y a des freins où tu n'as pas de salaire, il y a des freins où c'est compliqué de gérer du monde. Mais pour tout le monde, pareil, tu as des hommes qui vont... ça va être plus compliqué pour eux, même presque qu'une femme, je trouve. Alors, je suis désolé, Anaïs, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas pour tout le monde pareil. C'est vrai que les choses évoluent, c'est vrai qu'il y a des symboles, tu en fais partie. Mais je n'ai pas dit que c'était pour tout le monde pareil. Oui. Mais j'ai dit que c'est pas facile de monter une boîte, que tu sois un homme ou une femme. Oui. Voilà, parce que du coup... entreprendre, c'est pas simple. Et du coup, oui, forcément, il y a des étapes de vie qui vont être plus compliquées. J'ai pas dit que c'était plus facile pour les. Enfin, j'ai pas dit ce que tu as dit, mais je pense que. C'est enregistré, on pourra vérifier. On pourra vérifier. Je voulais rebondir. Je suis avocat. Vous dites avocat. On n'est pas du tout. Vous dites avocat. Je dis avocat parce que j'espère en fait l'étape d'après, qui est l'étape où on n'aura plus besoin de dire avocate. Mon sexe n'a rien à voir avec mon métier. On vient me voir parce que je sais faire un certain nombre de choses, notamment m'occuper des victimes et en partie des femmes. Je suis très admirative de la position d'Anaïs, qui est une position qui n'est pas du tout politiquement correcte, mais je suis fondamentalement d'accord avec elle. Je pense qu'elle a à fond raison. Je viens d'un métier, moi, dans lequel, pour reprendre votre exemple, on est dans nos promos, nos jeunes consoeurs qui arrivent, il y a 70% de filles. 10 ans après avoir exercé, la proportion est inverse. Il y a 70% d'hommes et il ne reste plus que 30% de filles. Entre-temps, il y a eu les enfants. Entre-temps, on n'a pas réussi à monter notre cabinet parce qu'on se destine tous, pour la plupart, à monter notre structure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, effectivement, il faut que les filles arrivent dans des formations qui sont traditionnellement, culturellement, techniquement, davantage réservé aux hommes. C'est vrai que c'est une vraie question et on progresse. Je suis d'accord avec vous, Anaïs. Mais il faut se poser la question d'après. Pourquoi est-ce qu'on ne les garde pas, ces filles? Pourquoi est-ce qu'elles ne restent pas? Donc là, il y a encore très certainement beaucoup de combats à mener. Et ce qui me plaît beaucoup dans votre discours, c'est de dire j'ai osé et surtout je ne me suis pas posé de questions. Mais bon sang, les filles, arrêtons de nous poser des questions et avançons. Avançons. Et j'aimerais du coup vous poser une question. Qu'est-ce qui fait que les jours où vous doutez, parce que forcément vous doutez, comme les hommes entrepreneurs doutent, qu'est-ce qui va vous faire avancer justement et vous dire, je suis sûre qu'on peut toutes, nous les filles et les garçons qui sont là aussi, en tirer certainement un enseignement, qu'est-ce qui va faire que vous allez passer cette petite étape du doute? Donnez-nous peut-être, il y a qu'aujourd'hui, au bout de 4 ans, c'est tout jeune, une entreprise qui a 4 ans, 19 salariés, moi je dis chapeau, bravo. Qu'est-ce qui fait que voilà, le jour où vous doutez, vous allez quand même avancer? Franchement, c'est pas facile comme question. Mais, je vais essayer d'y répondre. Alors, voilà, moi, quand j'ai créé ma boîte, je voulais pas la créer toute seule, par contre, parce que je trouve que c'est plus des philosophies. Je trouve qu'on fait toujours mieux les choses en équipe. Enfin, voilà, c'est une autre de mes convictions. Donc, je pense que quand j'ai des doutes, je me resserre beaucoup avec mon équipe. J'ai mes associés, mais j'ai surtout mon équipe qui est aussi dynamique et investie que mes associés. Donc, ça on va dire, c'est la première chose que je vais faire. Et puis, c'est un peu, mais là, ça va être une vision plus entrepreneuriale. Quand j'ai des doutes, je me dis, bah, voilà, t'as des convictions, t'as des envies, faut pas s'arrêter au premier frein ou la première petite peur ou peut-être petite inquiétude. Nous, faut y aller, faut avancer. Donc, je sais pas si c'est peut-être. Moi, je suis quelqu'un qui a la niaque et je pense que quand j'ai des doutes, bah, j'avance, quoi.
Merci à tous. On va devoir arrêter là le débat pour pouvoir enchaîner sur les concours de pitch. Je voulais juste vous raconter une chose. Il y a quelqu'un qui est très immersé dans le milieu entrepreneurial nantais qui a dit à une de mes amies il n'y a pas longtemps, je ne connais pas un entrepreneur nantais qui ne soit pas arrogant et qui ait réussi. En fait, la question, ce n'est pas de savoir vraiment s'ils sont arrogants, si c'est bien ou si c'est mal. La question, c'est est-ce qu'ils sont arrogants parce qu'ils ont réussi ou est-ce que c'était parce qu'ils étaient arrogants qu'ils ont réussi? Et moi, je pense qu'on ne dit pas assez aux petites filles qu'elles ont le droit d'être arrogantes. Un petit garçon qui est arrogant, c'est un aventurier. Une fille, c'est une crâneuse. Et les filles, soyez arrogantes, lancez-vous. Parce que pour faire ce que fait Anaïs, il faut y aller. Il faut être un petit peu scandaleuse. Et comme vous dites chez les fameuses, soyez scandaleuse avant d'être fameuse. Merci à tous.